Dans cet épisode, j'ai reçu nos deux copywriters préférés de l'équipe d'Antilope, Laurence Ruffiange et Marie-Ève Lévesque. Je dis que c'est nos deux copywriters préférés parce que c'est les deux seuls, on s'entend. Le copywriting, c'est l'art de persuader avec les mots. Donc, Laurence et Marie-Ève s'occupent de tout ce qui est la rédaction des pubs, des pages, des mails. Donc, tous les mots qui viennent dans nos campagnes, c'est elles qui les rédigent. Aujourd'hui, évidemment, on a parlé de copywriting, pas seulement de concrètement qu'est-ce que c'est du copywriting, mais aussi de qu'est-ce que c'est la perception des gens par rapport au copywriting, par rapport à la vente, par rapport au marketing, par rapport aux vendeurs. Donc, on a parlé de tout ça. On a parlé aussi un peu du point de vue de Laurence et de Marie-Ève sur l'évolution du copywriting, où est-ce que ça s'en allait. On a parlé d'authenticité, on a parlé de bénéfices, on a parlé de plein de choses vraiment intéressantes que je te laisse écouter à partir de maintenant. Tu sais, jusqu'à maintenant, avec les autres invités, on a pas mal parlé de... Tu sais, on a rejoint des sujets qui s'entrecoupent avec ce que vous faites là, de copywriting. On a parlé d'authenticité, puis c'est tellement revenu parce qu'on dirait que c'est comme un peu le sujet de l'heure. Mais je sais pas c'est quoi votre feeling, mais moi, quand j'ai découvert le copywriting, c'était comme... l'art de faire plus de résultats puis de convertir. Puis ce qu'on parlait beaucoup, c'était pas tant ce truc-là d'authenticité puis cette partie-là d'identité puis de personnification d'une marque, mais c'était plus quelle tactique utiliser pour générer plus de résultats. On parlait d'urgence, on parlait de preuve sociale, on parlait de plein de trucs. Voyez-vous aussi ce shift-là ou c'est quoi votre point de vue sur un peu ces... On le voit plus de la même façon, là, tu sais. Ouais, ben moi, je vois surtout la différence de justement ceux que ça fait longtemps qu'ils font, ben longtemps, entre guillemets, dans le sens que ça fait pas 40 ans, là. Mais, tu sais, je le vois, la différence des entrepreneurs, que ça fait déjà un moment qu'ils ont pris le beat puis qu'ils ont fait le shift vers un copywriting plus authentique puis un marketing point plus authentique, là, pas juste le copywriting. On dirait que ça vient en package deal. Puis sur les nouveaux, que là, sont vraiment beaucoup dans la technicalité. C'est comme s'ils venaient juste d'entendre parler du copywriting, puis c'est toutes les sauts de ligne extrêmes, les storytelling à n'en plus finir, puis les techniques de vente, puis qu'il faut que tout soit une histoire extraordinaire pour arriver à vendre leur formation à 12 $, tu sais. Tandis que ceux que ça fait longtemps, qui sont, ben, plus longtemps qu'ils sont en affaires, là, tu sais, on va dire au moins comme un 4-5 ans et plus. Là, on dirait qu'ils ont plus compris, se sont plus adaptés au copywriting, puis ils prennent vraiment plus ça pour mettre ça dans leur package de marketing, d'être plus, de plus humanisé, de plus justement être authentique, puis de prendre... on dirait que plus tu es habitué de faire du copywriting, plus c'est facile de prendre ces techniques-là, puis de les rendre authentiques versus au début, tu es tellement dans la technicalité de comment ça marche, fait que peut-être que c'est plus difficile d'être authentique quand tu es encore dans l'espèce de structure de comment ça marche, puis comment que ça fonctionne, puis comment je peux faire en sorte de le rentrer dans mon marketing. Mais au début aussi, c'est plus tangible pour eux, les sauts de ligne, faire du storytelling. On dirait que c'est comme, ils sont plus dans la stratégie, fait qu'ils veulent quelque chose de plus concret, puis ils veulent juste faire, souvent, comme tu dis, full de vente, puis vendre absolument. Puis plus l'expérience rentre, plus ils réalisent qu'ils n'ont pas full de communauté, puis qu'ils ont juste des clients qui vont venir pour un rabais, ou que tu vas essayer de convaincre d'acheter, mais tu ne convaincs pas de devenir fidèle ou de rentrer dans ta communauté puis de bâtir cette relation-là. Fait que je pense naturellement, l'entrepreneur, comme tu dis, après 4-5 ans qu'il a fait le marketing, il découvre, comme il dit, c'est bien mieux d'avoir une communauté plus fidèle, puis vraiment le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui crée des clients tellement plus fidèles, puis l'échange, puis ça t'aide à t'améliorer aussi en tant qu'entreprise, entrepreneur. Là. C'est vrai, hein? Puis il y a un truc, tu sais, le copywriting, c'est quelque chose de tellement nouveau, là, entre guillemets, là, pas tant nouveau en termes de mots là, ou en termes de pratique, parce que du copywriting, tu sais, à l'époque, c'était genre d'écrire des pubs 4-5 mots qui allaient être sur un mur, il fallait que ces mots-là soient le mieux choisis possible, puis c'était ça le copy, tu sais, puis c'était ça fait on s'entend que la stratégie autour de rédiger 4 mots, c'est pas la même chose que la stratégie autour d'en rédiger 2000, mais il y avait comme cette dynamique-là où ça existe depuis longtemps, mais en réalité, appliqué comme on le fait, c'est assez nouveau. Il n'y a pas de formation réelle ou on va dire de vraies meilleures pratiques qui sont tant que ça universelles qu'il faut absolument suivre partout. Puis c'est facile de s'accrocher à des trucs du copywriting, c'est de rendre ton titre vraiment, vraiment
aguicheur, puis ensuite c'est de mettre ton bouton assez flashy, puis c'est de s'accrocher à des choses qui sont très très précises, mais justement qui sont moins pertinentes en réalité que juste les grandes bases là. Oui, puis Ça, ça je va pense. aussi. Ah, excuse-moi. Ben, tu sais, je pense aussi que, tu sais, ça reste aussi que c'est quelque chose qu'on peut chacun avoir une certaine définition du copywriting, puis aussi chacun avoir une façon de l'apporter, tu sais, un peu comme le marketing. Oui, tu sais, comme dans tout, tu sais, il y a des bases, il y a des structures, il y a des techniques, des tactiques, il y a plusieurs choses qui existent, mais je pense qu'à quelque part aussi, tu sais, chacun a sa manière de le prendre, puis après ça, de le façonner un peu à sa façon, de dire, OK, ben, tu sais, parce que pour moi, un titre peut être super bon, puis pour quelqu'un d'autre, va le regarder, tu sais, même entre copywriter ou entre, justement, entrepreneurs, tu sais, on peut se dire, ah, moi, cette tactique-là, je l'utiliserai jamais ou ça fonctionnerait pas, puis tandis que quelqu'un d'autre pourrait le regarder puis dire, ah, wow, tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire, puis c'est super bien fait, puis, tu sais, moi, je fais juste des pages de vente super longues, ou, ah, moi, j'aime ça quand c'est short and sweet, fait que, tu sais, on peut chacun prendre la technique, puis se l'approprier, puis la façonner de la manière qu'on trouve que c'est pertinent ou que ça nous correspond le plus. Mais tu parles d'authenticité, mais c'est quoi être authentique, là? C'est pas concret, être authentique. Tu peux être un mangeur de marde, puis c'est ça, d'être authentique pour toi, parce que t'aimes ça, tu sais, crosser le monde, mais pour toi, c'est ça, d'être un... Tu sais, fait pour chaque personne a sa définition de l'authenticité, chaque personne a sa type de clientèle, a son expérience marketing, puis en étant consommateur aussi. Qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que toi t'aimes pas quand tu consommes des produits, des services. Fait que toute l'expérience qui rentre en arrière, fait que pour chaque personne, cette définition-là d'authenticité est tellement différente. Fait que comment tu fais pour la mettre de l'avant? Ben, pour moi, il y a une chose que je trouve aussi qui est pas juste avec le copywriting ou les entrepreneurs, mais aussi, tu sais, on voit beaucoup ça avec, exemple, le marketing d'influence, ces choses-là. C'est que moi, ce que je me dis, c'est que si tu es obligé de spécifier que tu es une personne authentique, puis si tu es obligé de tout le temps parler, ah, nous, on est authentique, puis regarde comment notre contenu est authentique, ben peut-être que tu l'es pas vraiment, parce que si tu es réellement authentique, tu n'aurais pas besoin de le mentionner. Les gens, ils fileraient automatique que... Tu sais, je pense que l'authenticité, c'est dès qu'il y a une belle relation qui se construit entre tes clients ou, tu sais, peu importe, là, toute la relation qui se bâtit avec tes prospects, tes clients, avec tous les gens qui vont consommer ton contenu, bien, automatiquement, c'est là que l'authenticité, elle est là parce qu'il y a une relation qui se bâtit. Si tu es constamment obligé de te battre pour prouver que tu es authentique, bien, je pense que c'est là que tu as à te questionner, OK, bien, peut-être que je suis pas réellement authentique si je suis obligée de me battre puis d'essayer de le prouver. Versus quand ça se fait tout seul, mais c'est là que tu es réellement authentique puis que ça va d'une personne à l'autre. Puis comme tu dis, tout le monde est unique. Il n'y a pas une seule vision de l'authenticité de OK, ben c'est ça. Puis... Je peux comprendre que pour des entreprises, c'est difficile. Parce que c'est la vieille mentalité de c'est une entreprise, c'est pas une entité, c'est pas une personne imparfaite. Tu sais, les vieilles mentalités des entreprises, c'est comme une grosse entreprise qui est parfaite, qui fait pas d'erreur, qui va toujours bien parler parfaitement. Puis là, on arrive dans un air un peu d'imperfection qui c'est tellement naturel d'aller vers là, puis tellement mieux, parce que tu connectes tellement mieux avec tes clients, puis il n'y a plus cette froideur-là, puis ce mur-là de moi, je suis parfait, je fais jamais d'erreur, puis je te vous vois toute ma vie, puis c'est froid, puis c'est comme Ben ouais. personnalisé. Là, on rentre avec la personnalisation, on rentre dans l'authenticité, ou tu sais, comme des clients, des entreprises qui vont dire, oups, tu sais, comme j'ai fait une erreur, je suis pas parfait, mais genre, je vous en parle. Puis, tu sais, mettons, je pense à Minimo qui est, tu sais, Valérie est full ouverte avec ses clients, sa communauté, puis tu vois à quel point c'est solide la relation qu'elle a avec elle. Fait que, c'est aussi cette barrière-là, je pense, que les entrepreneurs doivent briser pour être authentiques. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils disent qu'ils sont authentiques, mais je sais pas, parce qu'ils sont comme pognés entre les vieilles mentalités, croyances, puis vers quoi le marketing s'en va naturellement aujourd'hui. Ouais. Puis ça fait partie aussi de ce que les gens veulent, parce que, tu sais, dans un monde où tu as juste un fournisseur pour ton besoin, tu sais, que tu as un besoin, puis c'est sûr que tu vas aller à telle place pour le résoudre parce que c'est la seule place qui existe, parce que Internet n'existe pas, ou parce que c'est un problème, puis tu es dans un village, puis il y a juste cette personne-là au village qui peut résoudre le problème, mais tu n'as pas besoin de cet élément de différenciation-là. Tandis qu'en réalité, du moment où tu arrives sur le web, là, ou que tu arrives, peu importe le problème que tu as, il y a quelqu'un d'autre qui peut le résoudre, donc forcément, d'une façon ou d'une autre, il faut que tu attires les gens de par cette identité-là de ta marque, puis ça se fait
tu sais, ça se fait en incarnant une certaine personnalité, là. Tu peux pas, tu peux pas juste arriver puis dire que t'es le meilleur, là, tu sais. Internet, c'est rendu facile de partir ta business ou de dire que t'es le gourou de je sais pas quoi. Il y en a plus un, là. Il y en a 1000, même plus. Oui. Fait que comment se fait pour te différencier? Tu peux plus dire n'importe quoi. Tu peux plus faire des techniques de pression pour que les gens soient forcés d'acheter avec toi s'ils n'ont pas confiance. Ils s'en vont, mais ils en ont 10 000 à côté qu'ils vont faire la même chose. Fait qu'ils vont prendre eux qui sont plus naturellement meilleure connexion, ça fait plus avec leurs valeurs. Fait que t'as pas le choix là, de devenir un peu ça. Là. Tu peux plus être le seul qui a la réponse magique puis qui va jamais à dire. Là. Faut que tu le payes puis c'est tout. Oui, puis ça va avec la différence de avant, tu sais, comme mettons l'option consommateur, le fameux catalogue ou le catalogue Sears, que c'était comme, tu sais, là, une robe, elle est 100% coton, puis achète-la. T'sais, on peut plus y aller avec les caractéristiques comme c'était avant. C'était comme, cette auto va à tant de km/h et elle consomme tant au litre. Mais tu sais, oui, mais qu'est-ce que ça peut faire réellement? T'sais, avant, juste les caractéristiques, c'était suffisant. Puis aujourd'hui, comme tu as tellement de compétiteurs, si tu fais juste énoncer des caractéristiques, ça ne fonctionnera jamais. Puis c'est là que les bénéfices rentrent en ligne de compte, puis l'émotion, puis le pourquoi que j'irais vers toi, ton entreprise, ton objet, alors que il y en a 8 autres en arrière de toi que je peux aller vers en un clic. C'est même pas compliqué maintenant aller voir quelqu'un d'autre. Là, si ça me satisfait pas, c'est pas assez vite, ça l'autre pas, je vois pas ce que j'ai besoin, je ferme la page puis je clique sur le prochain lien. T'sais, c'est ça maintenant. Tout va tellement vite, on consomme des vidéos qui sont de plus en plus vite. Tu sais, l'algorithme maintenant, tu sais, avant ça poussait des vidéos de 15-30 secondes. Maintenant, ça pousse des vidéos autant en Reels sur Instagram que sur TikTok. Ben, tu sais, là, c'était 10 secondes, 7 secondes. Maintenant, c'est des vidéos de 5 secondes, tu sais. Fait que tout va tellement vite. On consomme du contenu à une vitesse éclair. Mais c'est comme ça dans tout. On est habitué, ça fait pas notre affaire. On trouve pas une chose qui nous plaît. On ferme l'onglet puis on s'en va chez le compétiteur, tu sais. Ça va vite, on n'a pas le choix de... Ouais. Par contre, tu as parlé des autos, puis il me semble que les constructeurs de voitures, c'est comme le pire exemple en termes d'identité de marque, de différenciation, là, on s'entend. Là. Je sais pas vous autres, mais chaque fois que je vois une pub d'auto, peu importe la marque, c'est toujours la voiture faite pour la famille, mais aussi pour la forêt, puis la boîte, mais aussi pour les professionnels. Puis on dirait que c'est les pires compagnies qui n'arrivent pas à se positionner. C'est peut-être ça la conséquence d'avoir juste... 10 compagnies de voitures dans le monde, c'est que dans le fond, ils n'ont pas trop d'incitatifs. Les compagnies qui sont bas de gamme, bas de gamme, on va mettre ça en guillemets, là, parce que c'est pas des Lada 92 avec... mais, tu sais, ça, c'est plus comme... OK, bon, on va faire du name dropping. Tu sais, mettons justement comme Ford, Honda, ces affaires-là. Tu sais, c'est comme plus... OK, on va pas dire bas de gamme, on va dire monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais normal, les pubs changent vraiment beaucoup quand tu rentres dans le Buick, quand tu rentres dans les Lincoln, toutes ces affaires-là, les BM. Là, les pubs vont vraiment comme switcher. Tu n'as plus justement des genre c'est fait pour tout le monde, pour toutes les occasions, pour tout. Tu sais, là, c'est. Fait qu'on dirait qu'il y a peut-être ça aussi quand tu rentres dans le plus haut de gamme pour les voitures. Là, le message, il change, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était pas... Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est comme le shift en lifestyle de la place de dire justement de... ça va te coûter tant d'essence, puis tu vas pouvoir aller chercher tes enfants, aller en faire de la boîte, faire ci, faire ça. Oui, là, c'est ça, quand tu rentres dans le haut de gamme, c'est vraiment plus dans le lifestyle, dans l'expérientiel, de regarde comment tu as l'air cool quand tu conduis notre auto. Le chiffre, il est vraiment là. Oui, vraiment. Ça marche pas pour nous, mais... non, mais nous, on fait partie de la communauté. C'est ça, nous, on est ministres. Monsieur, madame, tout le monde. Non, mais pour vrai, même les compagnies de voitures, on va dire monsieur, madame, tout le monde, commune, là, que 96% des gens achètent, pourraient avoir une meilleure différenciation parce que, à la limite, j'ai l'impression qu'ils essaient de donner ça à leurs différentes voitures. Tu sais, une mère achètera pas la même voiture Toyota que une jeune étudiante qui se déménage en région puis qui a besoin d'une voiture, qui achètera pas la même chose que cette même personne-là quand elle va commencer à avoir une job payante puis qu'elle va vouloir une auto assez cool, mais pas, tu sais, qu'elle aura quand même pas le budget. Il pourrait faire plus de travail pour donner ces identités-là parce qu'au final, chaque voiture a son identité. Tu sais, si je pense Toyota, mettons, si je pense famille, je pense plus à Corolla qu'à... bon, tu vois, je connais pas beaucoup de modèles de Toyota finalement, mais tu sais, il y a certains modèles que tu vas associer plus à certaines choses, mais il arrive
très peu à le faire dans leur publicité au final parce que c'est comme c'est ça, t'as ta Corolla mais finalement un sport aussi, tu sais, où finalement les professionnels aussi peuvent l'utiliser, mais à mon avis il y aurait beaucoup à gagner d'essayer de se recentrer sur tu sais, t'es telle personne, t'es tel type de personne, ce modèle-là est fait pour toi, parce que je suis certain que quand t'es dans un concessionnaire puis que tu dis je veux une voiture, tu sais, qui fait hot, qui fait jeune professionnel à la mode, ils vont pas te proposer toutes les voitures, ils vont t'en proposer certaines plus que d'autres, peu importe le concessionnaire où tu vas, tu sais. Fait qu'il y aurait clairement à gagner de faire ça. Ouais, mais je pense qu'ils sont encore aussi un peu, tu sais, on le voit qu'ils sont encore, tu sais, dans le temps, là, mettons, même encore début 2000, c'était encore des publicités de quasiment de bashing du compétiteur, tu sais, à place de mettre de l'avant sa propre entreprise, il y a comme une phase que c'était comme ne bois pas du Pepsi parce que c'est blablabla, prends du Coke. Tu sais, c'était tout le temps comme ça. C'était genre le compétiteur direct, fallait tu sais, il nomme. Puis on dirait que les voitures, il y a encore des publicités que sans nommer le compétiteur, ils vont dire contrairement à mettons, notre compétiteur de la même gamme, notre voiture, blablabla. Tu sais, on dirait qu'ils sont encore un peu là-dedans, qu'effectivement, il y aurait un bon switch mindset peut-être à changer pour les. Ça va être long à changer. Ouais. Mais en même temps, si on prend aujourd'hui, c'est sûr que c'était pas totalement comme ça il y a 3 ans, mais si on prend aujourd'hui, il n'y aurait même pas besoin de faire des publicités pour des voitures parce qu'ils n'arrivent même pas à fournir les voitures, puis sont déjà à dire, OK, ben on ne fournira pas pour 2021, donc là, ça va être le modèle 2022, puis ils sont encore tous dans cet aspect-là, en fait, là, aujourd'hui, ils doivent être dans les modèles 2023, là, tu sais. Tellement qu'ils sont... En retard. Oui, vraiment. La pandémie a joué un gros rôle là-dedans. Pauvre compagnie de voitures. Ils devraient arrêter de faire de la pub, je pense. Ça devrait, ça va faire baisser un peu la demande, puis oui. Comme ça, ben, ils vont arriver à fournir leur voiture. Ils sont victimes de leur propre succès. C'est triste. Quel désastre. Cool. Ben, tu sais, tantôt, on disait le copywriting, c'était quelque chose de nouveau, puis de la façon qu'on l'applique aujourd'hui, je veux dire, là, tu sais, c'est pas quelque chose sur lequel à mon avis, là, mettons, si on recule il y a 10-15 ans, c'est pas quelque chose sur lequel on arrive en se disant, je vais faire carrière là-dedans, je vais faire du copywriting parce que, le mot était pas vraiment coiné, là, c'était pas quelque chose qu'on utilisait. Puis je dirais que peut-être le plus proche qu'on pourrait dire dans le sens, je veux faire du copywriting, c'est style, je veux travailler en marketing, tu sais, je veux travailler dans les communications. Il n'y avait rien de... Tu sais, parce qu'au final, du copywriting, ça peut s'appliquer dans plein de domaines, ça peut s'appliquer de plein de façons, puis il n'y avait pas de carrière directement pour ça. À la limite, tu sais, je veux dire... de la rédaction, quand on pense je pense. Oui, t'as totalement raison, mais en même temps, quand on pense à la rédaction, je m'imagine, moi, quand j'étais au secondaire, au cégep, mettons, puis que je pensais à carrière, de où est-ce que je m'en vais, rédaction, je le reliais pas à... Je vais travailler en marketing, je vais faire de la rédaction. On dirait que c'était comme un... Je sais pas pour vous, là, mais... Journalistique un peu, oui. Ouais, ou juste... C'était juste pas présenté, ça existait pas dans mon monde de possibilités, tu sais. C'était... Pour nous, les pubs, c'était pas tant écrit, là. C'était plus des pubs à la télé ou comme les affiches sur le bord de l'autoroute. Ouais. Ou des slogans, Des mettons, pages des de trucs vente. comme ça. Ouais, c'est ça. C'était pas des pages de vente ou des pubs Facebook. Ouais. Ben, Puis, comme fait que ça a été comment pour vous de découvrir ça, puis d'arriver à apprivoiser le copywriting, puis faire comme alright, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se travaille pour vrai, puis que c'est pas juste comme une passion. Oui, ouais. un truc au hasard, là, tu sais. Ouais. Ben, pour moi, c'est plus... tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un background assez changeant. Là. Je suis pas arrivée, ça fait pas 10 ans que je travaille dans le marketing directement. Mais effectivement, moi, quand je suis sortie du secondaire, tu sais, Facebook, ça venait juste de... Tu sais, c'était en phase bêta, là. C'était genre le très, très, très ultra de base. Tu sais, il y avait personne qui avait vraiment ça. Il y avait pas d'autres réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose... Tu sais, j'étais pas au courant que c'était quelque chose qui existait, parce que ça existait juste pas aussi... Tu sais, c'était tellement embryonnaire que c'était pas une option. T'sais, sinon, mes options au cégep, c'était genre justement ça, aller en journalisme ou genre en arts et lettres, que si t'allais en arts et lettres, ben écoute, il n'y avait pas de possibilité d'emploi, fait que va pas là-dedans, là, tu sais. Puis le journaliste, ça m'intéressait pas, fait que
j'ai vraiment travaillé dans toutes sortes de domaines. J'ai travaillé en cinéma, ce qui m'a amené à travailler en pub. Puis tous les tournages de pub, c'était surtout les filles en communication avec qui que je parlais. Puis moi, c'est ça qui m'a amené à vraiment plus m'intéresser aux communications. Puis là, je faisais un peu de rédaction, mais qui était de la rédaction web traditionnelle, un peu, si on veut. Puis après ça, j'ai entendu parler du copywriting. J'ai regardé des vidéos, j'ai suivi quelques petites formations, comme des challenges un peu. Puis après ça, ben, c'est en embarquant avec Antilope que j'ai vraiment développé ce talent-là du copywriting, puis de vraiment m'immerser totalement dans ce monde-là. Mais c'était pas quelque chose que, tu sais, il y a même 5 ans que je t'aurais dit, que je t'aurais mis mon doigt dessus, puis dire, OK, ben, je vais être copywriter, ça existe, c'est intéressant, puis genre, c'est exactement ça que je veux faire. C'était encore là. C'était pas quelque chose qu'on parlait au Québec, là, tu sais, même il y a 5 ans, on aurait dit, OK, ben, justement, je travaille en pub ou je rédige des pubs, mais ça n'aurait pas été, il y a 5 ans, OK, ben, je fais du copywriting. C'était pas très clair comme ça. Moi, quand j'étais à l'université, on n'avait aucun cours. Il y avait un de mes profs que j'ai full aimé qui nous a parlé de pub Facebook, puis il n'avait pas le droit. Il a pris un cours, il a dit, ils n'ont pas approuvé mon plan de cours, j'ai pas le droit de parler de pub Facebook, mais je m'en fous. C'est ça le futur, je vous le montre pareil. Puis lui, il avait comme un hôtel ou genre un Airbnb quelque part ailleurs dans le monde, là. Puis il faisait de la pub pour ça. Fait qu'il nous avait ouvert le gestionnaire de pub, puis il nous avait montré. Mais comme, c'est la seule fois, tu sais, moi j'ai gradué à l'université en 2018, je pense. Fait que ça fait pas longtemps, là. Puis genre, pas le droit de parler de pub Facebook. Puis là, je sors de l'école, je vais aller en marketing, tu sais. Allez, je suis en Antilope, tu vas faire de la pub Facebook, tu vas faire ça, OK. Je sais pas c'est quoi. Tu t'apprends sur tout, mais tu réalises que c'est ça la réalité, là. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tu sais. C'est juste logique d'aller vers ça. Puis tu sais, avant les pages de vente, mettons, qu'on peut dire que c'était plus sur les sites internet, c'était des longues pages avec 1 million de textes, puis genre des blocs gros de même, là, c'était pas des petits paragraphes. Fait que de shifter ça vers... Moi, c'est là que j'ai découvert le copywriting, évidemment. Fallait que j'écrive une page de vente sans avoir connu le copywriting. Mais c'est là que tu réalises que, maudit, c'est pas être plate, là. Écrire une page ou écrire un site web, ça peut être plaisant pour le consommateur, puis logiquement, ça devrait être plaisant, là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé de rendre ça... J'ai toujours aimé écrire à la base. Fait que de rendre, tu sais, de la publicité pas style, là, je vais prendre le cliché typique de vendeur de char, de mettre beaucoup de pression, puis le but c'est d'arnaquer un peu la personne, de l'avoir. Hey, j'ai réussi à le convaincre, puis c'était même pas pour lui finalement, mais il a quand même acheté. Moi, c'est ce que je déteste, moi je suis pas capable là, de faire ça. Fait d'avoir découvert le copywriting, puis c'est ce côté-là que j'ai découvert de t'es pas obligé de mettre la pression, t'es pas obligé de les arnaquer, t'es pas obligé de les avoir. Tu sais juste être honnête, tu es super précis dans ton offre, puis tu dis à qui tu t'adresses, puis ça va être parfait pour le consommateur X qui arrive, puis qui a besoin de ce que toi tu offres. Fait que c'est juste d'aller trouver qui fit avec ton offre. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben va-t'en, c'est pas grave. Là. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé du copywriting beaucoup, là, puis évidemment jouer avec toutes les... toute la technique derrière, de rendre un texte plus facile à lire, plus plaisant, plus drôle, tu sais. Avant, c'était les humoristes qui étaient drôles, c'est tout. Tu mettais des maps pour un job, c'était ça, être drôle, mais n'importe qui peut écrire des textes puis être plus comique ou être très sérieux, c'est correct, mais c'est pas parce que t'es sérieux, c'est plate puis c'est long à lire. C'est ça qui est le fun aussi, que tu sois hyper sérieux ou que tu veuilles être super drôle, ben tout peut être full pertinent puis tu peux vraiment aller chercher l'attention de tes parce clients. Que tu peux vraiment parler à qui tu veux parler. Puis je pense qu'il y a eu un chiffre là-dedans aussi, que la publicité, c'était assez négatif. Un peu, si on veut, c'était comme, justement, comme tu dis, c'était comme, ben, il essaie de me crosser, ou genre, ou c'est juste la pression. Puis, oui, exactement. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, quand les gens, ils savent que je travaille en pub, ils sont comme, ouais, tu sais, hein. C'est comme, mais, tu sais, toi qui consomme pas full, parce que moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, pas minimaliste, mais un peu plus de ce côté-là versus maximaliste qui va beaucoup consommer, ces choses comme ça. Mais c'est d'expliquer aux gens que la publicité aujourd'hui, c'est plus juste ça. Il y en a encore qui utilisent ces techniques-là, puis c'est dommage, mais c'est plus je te mets un objet dans le fond de la gorge, puis achète-le. C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, avec le copywriting, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux vraiment prendre tout le côté de la publicité qui est intéressante, puis après ça, de l'humaniser pour parler aux bonnes personnes. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus, c'est que le copywriting, c'est vraiment fait,
c'est au-delà des techniques, au-delà de la persuasion, c'est d'essayer de vraiment parler à la bonne personne, puis de se mettre dans la peau de la personne, puis de dire, OK, bien, moi, ce produit-là est fait exclusivement pour les mamans avec des enfants de 0-5 ans, pas n'importe qui va peut-être l'acheter pour l'offrir en cadeau ou qui éventuellement, tu sais, c'est hyper précis, ben c'est comment je peux aller rejoindre cette personne-là. Je me mets dans sa peau, je me dis c'est quoi ses besoins, c'est quoi qu'elle veut pas, c'est comment je peux aller la chercher, puis convaincre cette personne-là d'acheter, mais pas convaincre monsieur, madame, tout le monde, comme les marques de voitures, puis de juste dire, OK, ben... C'est d'accepter que c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est d'accepter que tu vas affiner ton texte pour vraiment aller chercher les émotions de la personne, puis d'aller chercher les bonnes personnes pour vendre. C'est plus juste de vendre pour vendre, c'est de vendre aux bonnes personnes. Quasiment, tu qualifies, c'est ça, c'est tu qualifies tes futurs clients avant même de les vendre, à la place de juste dire, OK, ben voilà mon offre, puis advienne que pourra, tout le monde peut l'acheter, puis tout le monde peut faire ce qu'ils veulent avec. Puis ça va aussi avec les reviews. De plus en plus, les témoignages, tu vas toujours plus acheter si ton ami dit hey, achète ça, je l'ai utilisé, puis c'est fou. Comme, c'est juste normal que tu vas aller faire confiance aux autres qui consomment, mais tu sais, avant, si tu t'arnaques la personne, ben la personne qui s'est fait arnaquer, elle va plus vouloir acheter de toi parce qu'elle sait que tu as vendu un produit t'aimes pas puis qui est pas pour qui est toi. Pas bon, ben oui. Tu sais que t'es malhonnête, fait que t'es comme ben non, lui je l'aime pas, c'est fini, c'est X, puis là tu vas en parler aux autres, versus que t'acceptes de pas vendre pour tout le monde. Tu sais, comme tu dis Marie, tu qualifies tes gens puis tu vas vraiment chercher les clients exclusifs à ton offre. Tu leur vends la bonne chose, fait qu'ils sont hyper satisfaits, ils sont comme oh mon Dieu, elle m'a vraiment compris. C'est fou, puis là, t'en parles aux autres. Hey, t'as une autre maman à côté de toi, hey, t'as ce problème-là, ben va voir cette entreprise-là, comme ça m'a tellement aidé. Puis là, t'as juste des clients fidèles qui vont aller parler de toi à tout le monde en positif, puis ça va juste agrandir. Tu sais, c'est plus... parce qu'après, tu bâches ton nom. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on fait la boucle en revenant avec l'authenticité, tu sais. Si tu fais déjà ça à la base avec le copywriting, d'affiner et de qualifier tes futurs clients, ben après ça, tu es capable de bâtir une relation. Puis les prochains produits que tu vas sortir, ben tu vas déjà avoir des gens qui sont prêts à acheter parce qu'ils savent, ils t'ont fait confiance, tu avais raison, tu leur as vendu quelque chose avec des vrais bénéfices, avec des vrais... Tu sais, que tu avais raison, tu leur as pas bullshité, puis il n'y avait pas une fausse urgence, puis une fausse qualité, puis ces choses-là. Fait qu'ils ont déjà confiance en toi, ils vont déjà être abonnés, puis après ça, c'est là que tu crées ta communauté, puis que là, tu reviens à... Tu sais, tout ça, ça se rebranche à comment tu peux être authentique, tu es réel, tu as été chercher les bonnes personnes, mais là, c'est là que ça fonctionne super bien, puis que tu es vraiment capable de... Toi aussi, après ça, en tant qu'entrepreneur, ton entreprise, c'est sûr qu'elle va plus exploser comme ça. Tu sais, souvent, il y en a qui ont l'impression que « Ah ouais, mais plus je vais rapetisser ma clientèle, moins je vais faire de ventes, puis moins c'est bénéfique. » Mais au contraire, plus tu vas affiner cette clientèle-là, puis que tu vas définir à qui tu t'adresses, bien, c'est là qu'au contraire, c'est sûr qu'il y a un travail au départ, parce que si tu t'adressais à tout le monde, bien là, tu vas faire un ménage automatique, mais là, après ça, ça va repartir, parce que tout le monde, tout ce bassin de personnes-là, ils vont aller te voir toi exclusivement, fait que c'est super positif de vraiment dire, OK, bien, moi, je m'adresse juste aux mères de familles d'enfants de 0-10 ans, mettons, tu sais. Mm-hmm. Tout le monde va toujours avoir des enfants de 0-10 ans. Ils vont grandir, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Oui, c'est ça. Tu vas toujours ceux que tu vas perdre, mais ils vont recommander à ceux qui vont repartir de la phase 0. Fait que tu vas perdre un client. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu vas perdre un client, mais qui va peut-être en parler à 10 qui sont dans la phase 0, qui vont te suivre pendant toutes ces années-là. Fait que c'est comme une boucle sans fin. Là. Vraiment. Puis c'est drôle parce que on l'a amené côté copywriting, puis je pense que le copywriting, en tout cas les copywriters ont amené ça parce qu'à un moment donné, en rédigeant des affaires, l'idée est comme venue de ouais ben regarde, oui c'est beau faire des textes qui vendent là, mais allons à l'étape d'après puis vendons auprès des bonnes personnes parce que l'impact positif est vraiment meilleur. Mais c'est comme c'est même pas relié au copywriting, c'est juste un aspect d'une stratégie marketing qui fait juste du sens puis qui est pratiquement obligatoire aujourd'hui parce que ben, comme vous l'avez super bien dit, là, je vais pas tout répéter, mais c'est si tu vends aux mauvaises personnes, tu fais juste incarner ce genre de cliché-là de vente, un peu de tu fais du marketing. Ah oui, le marketing, cette fameuse formule magique pour vendre les frigos à des Esquimaux, là, puis tu sais. De vendre des choses aux gens qui en ont pas de besoin puis de favoriser cette mauvaise consommation-là. Tandis que, tu sais, oui, ça peut arriver parce que c'est comme...
les pratiques de persuasion, c'est un outil que tu peux utiliser pour le mal ou pour le bien. Là, tu peux utiliser pour vendre des choses qui marchent pas du tout. Puis on le sait qu'il y a des produits qui existent, que tu l'achètes, puis tu es déçu, puis que le service à la clientèle est pas bon, puis tu n'arrives pas à le retourner, puis tu te sens fraudé. Tu n'as pas l'impression qu'on a répondu à ton problème. Mais du moment où tu vends quelque chose aux bonnes personnes, puis qu'après ça, tout ce que tu promets, c'est vrai, que ça suit ce que tu dis, tes cases sont cochées, puis tu le fais pour une bonne chose. Puis je pense que plus en plus que le temps avance, de plus en plus les entreprises vont être forcées d'aller dans cette direction-là, puis c'est tant mieux, parce que on s'entend, vendre des trucs inutilement, c'est pas hot pour personne, ça crée pas de valeur, puis ça fait juste un genre de cercle de malveillance, là. Mais ça s'en va un peu par là, parce que t'as de plus en plus de choix, l'information est de plus en plus accessible, fait que c'est comme, tu le sais assez vite si quelqu'un est pas correct, ou même si tu le sais pas vite, ben c'est après 1 an ou 2, puis c'est pas comme après, quelqu'un peut pas passer sa vie à faire un truc comme ça négatif, puis s'en tirer, là. À la fin, de toute façon, il va avoir une série Netflix sur sa situation. Fait que, peu importe ce qu'il fait. Quand tu cherches pour un type de produit, tu te fais gâter après avec les pubs. Fait que tu vois tous les compétiteurs. Là, c'est jamais juste un qui t'est proposé. C'est vrai, hein? Tu peux tous les magasiner puis vraiment être sûr de ton achat. Là. C'est plus comme avant qu'il y en avait un. T'as pas le choix d'acheter lui. Exact. Fait que s'il y en a un qui a un moindre doute, ben tu t'en vas ailleurs. Puis si t'es pas sûr, si t'as pas confiance, ben t'achètes pas là, puis tu vas aller chez un compétiteur, définitivement. Je pense, Marie-Ève, tu disais, la pub, ben, les deux vous disiez, la pub, c'est comme mal vu. Ouais, Marie-Ève, quand tu dis à tes amis ou tes connaissances, là, je travaille en marketing, je travaille en pub, c'est comme, tu fais ça. À votre avis, c'est-tu encore la vision générale que les gens ont de la pratique, ou c'est en train plus d'évoluer? Parce que nous, on est dedans, fait que c'est facile de dire, non, c'est pas comme ça. On est un peu dans notre propre discours, là, tu sais. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Moi, je parle plus, mettons, je fais du copywriting. Il me dit quoi? Là, je suis comme, t'écris là, j'explique, puis ils sont comme, OK. Puis, tu sais, surtout la génération, tu sais, mettons, mes parents, ils comprennent pas full ce que je fais encore aujourd'hui. Là, genre, il fallait juste dire à ma mère, dit que je suis rédactrice, puis que je travaille en marketing. C'est comme, il fallait juste dire ça, mais oui. Je pense que c'est plus, tu sais, le copywriting devient de plus en plus connu quand t'es en marketing, mais si t'es pas en marketing, les gens savent pas du tout c'est quoi. Non, bien sûr. Non, fait que moi, c'est pas tant négatif, c'est vraiment de l'incompréhension. Puis quand j'explique, même là, ils sont OK. Tu sais, moi, c'est plus, nous, c'est plus des pubs Facebook, c'est plus des pages de vente, ou des séquences courriels. Puis ça comme OK, fait que il faut aussi comprendre d'amener le prospect froid puis de l'amener dans son processus d'achat jusqu'à temps qu'il achète. Mais ça, c'est pas naturel pour les gens qui sont pas en marketing, tu sais. Fait que moi, c'est plus l'incompréhension que le négatif face à ça. Là. Je sais pas comment rire. Mais c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, mettons, la génération Z, puis, tu sais, comme, mettons, les jeunes milléniaux, je pense qu'ils comprennent beaucoup plus le chiffre de tout ça parce qu'ils le voient plus, sont plus sur Instagram, sont plus sur Facebook. Tu sais, ils voient plus ça. Fait que je pense qu'ils ont vu plus le shift versus les milléniaux plus vieux, génération X, les boomers, mais encore plus les boomers d'eux autres. Essaye pas de leur expliquer. Ça marchera pas. Mais, tu sais, eux, ils ont encore un peu plus la vision. Moi, je l'ai plus remarqué comme ça. Ouais, c'est que la pub, c'est négatif, que c'est pas fin, que c'est genre, c'est ça qui amène à la surconsommation et blablabla. Puis, tandis que les plus jeunes, même ceux qui comprennent pas, rapidement, ils vont faire comme, ah ouais, ok, c'est cool, t'as raison. Puis, tu sais, ils vont plus comme rapidement comprendre le chiffre, dire, ah oui, mais nous, avec, tu sais, exemple, le copywriting, justement, qu'on dit qu'on parle pas à tout le monde, que, tu sais, c'est pas pour vendre à tout le monde, qu'on essaie juste de vendre aux bonnes personnes. Ils sont comme, ah ok, tu sais, c'est cool, ça fonctionne. Ils vont pas dire c'est cool parce que ça fait pas très génération Z. Mais ils vont plus comprendre que les générations un petit peu plus vieilles qui vont comme qui vont être plus réticentes ou quand je dis milléniaux plus vieux, c'est que même à 40-45 ans, t'as vu les pubs des années 2000 que c'était des pubs plus dégueulasses, plus genre on s'adresse à tout le monde puis achète-les sinon ta vie va aller mal si t'achètes pas ça. C'était plus malédiction. Ça. Mais c'est ça. C'était la chaîne de lettres là, de si tu l'as pas envoyé à cette personne. Fait que oui, puis effectivement que la majorité des gens, moi je dis que je suis rédactrice.
je disais, je fais la rédaction web, même si ça n'a pas rapport, c'est vraiment... Plus même les simple, gens, oui, puis même quand je leur explique, quand il y en a qui font comme, ah oui, tu sais, tu fais la rédaction web, moi, si j'ai telle chose, peux-tu me le faire? Puis là, je suis comme, non, mais tu sais, j'explique plus que je fais plus le côté publicitaire, puis là, ils sont comme, ah, mais c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, juste que je fais de la rédaction web, mais là, faire la différence entre rédaction web et copywriting, là, on rentre dans un autre chapitre. Fait que moi, quand je me présente à quelqu'un, je dis, ah oui, je suis rédactrice, puis ça, ils sont comme, ah oui, ok, cool, tu sais. Oui, puis c'est ça, les entre guillemets, ceux qui ont grandi avec la pub sur Internet de façon plus générale peuvent très bien voir, OK, qu'est-ce que c'est, là, des mots sur une publicité sur Facebook, ben, je m'imagine c'est quoi, même si je ne sais pas exactement c'est quoi la job. Puis c'est vrai que si tu as grandi avec des pubs de téléachat, là, de scènes en noir et blanc, de vous arrêtez pas de vivre un truc difficile, puis là, c'est la personne qui est comme ça. Puis au final, c'est drôle parce que tu sais, c'était fait de façon très maladroite si on regarde ça aujourd'hui, parce que le marché est rendu... Oui, c'est ça. Tu sais, le marché est rendu vraiment plus sophistiqué. Tu sais, aujourd'hui, une pub comme ça, on fait comme... là, il va me présenter ça, puis il va me dire qu'il faut que j'appelle, puis il va me dire si t'appelles dans les 10 prochaines minutes, tu vas obtenir 100 bonus. Tu sais, on le sait, puis c'est vraiment cliché, la fameuse pub de téléachat. Là, tu sais, pour ceux qui nous écoutent puis qui savent pas trop de quoi je parle, tu sais, les chamois, puis les... le fameux Tupperware de t'ouvres ton armoire, puis la fille, elle tombe parce qu'elle se fait attaquer par tous les couvercles de plats, puis elle est comme « Ah non! » attaquer. Oui, puis là, c'est genre, vous êtes tanné de ne plus avoir le contrôle de votre armoire à plats en plastique. La solution, le super rangement 3000. Il y avait toujours un chiffre, hein, fallait, tu sais, ou un nom, une appellation unique, même si des fois c'était des produits genre importés, ils faisaient juste changer le nom pour le vendre avec un meilleur brand. Mais c'est drôle parce que si tu regardes ça, c'est des structures de copywriting qui sont hyper comme clichés, là, tu sais, qu'aujourd'hui quelqu'un qui s'est introduit au copywriting pourrait facilement reproduire, mais c'était comme plus maladroit, c'était comme plus... Ben, c'était un peu adressé à tout le monde. Non, c'était du storytelling très, très mauvais. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça du story... Ben... Non. Ben, ça dépend des pubs, là. Il y en a que c'était très... Vrai. Écoute, c'était une histoire complète. Là. Sinon, effectivement, c'était très... couteau dans le plaid, de genre... T'es tanné que ta belle-sœur s'en vienne à la maison à l'improviste, installe ceci sur ta porte. Ah oui, il y avait ça? Faudrait peut-être que je regarde. Non. Mais c'est drôle parce que ça vient de me faire penser que ça... Non, c'est ça. C'est juste le problème. C'est comme problème-solution, mais t'avais pas de gras autour, tu sais. Fait que oui, c'était des pratiques copywriting, mais comme... Aujourd'hui, il y a plus d'humains derrière la rédaction que juste... C'est très manufacturé. On va parler de leurs problèmes, puis après, on va leur dire quoi acheter, tu sais. Oui, puis c'était tout le temps des solutions aussi. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours de la publicité du couteau. Le gars était comme, vous faites même couper une canette. Mais, tu sais, genre, qui va faire comme, oh, wow, je peux enfin couper mes canettes. Tu sais, c'est pas un problème réel, c'est juste montrer une caractéristique d'une façon totalement absurde, mais genre, OK, les gens vont acheter parce qu'ils vont voir que c'est, tu sais, le couteau est sharp. Tu sais, à la place de dire... Vous pouvez couper, tu sais, je sais pas, moi, un melon d'eau, que déjà là, je me reconnais plus à dire, hey, c'est vrai que couper un melon d'eau, tu sais, faut que t'aies un bon couteau parce que c'est rough. Hey, non, faut que tu coupes une canette. Mais, ça règle le problème de personne. Il y a pas cette connexion-là qui était faite de, ah, mon Dieu, hey, moi, couper mes canettes, là, oh là là. C'est tellement difficile. Une chance que ce produit-là existe. Mais c'est drôle parce que ça ressemble au, tu sais, on va dire, le copywriting en ligne. C'est arrivé un peu sur les pages de vente de produits, là, de formation en ligne. Puis c'était pas mal là que je pense que c'est arrivé au début parce que c'était, tu sais, vendre quelque chose qui vaut super cher puis qui est complètement en ligne, ça demande de donner beaucoup confiance, ça demande de convaincre énormément. Fait que c'est un peu l'étape 1, l'embryon de ce qu'est notre pratique d'aujourd'hui. Ça s'est commencé peut-être là, peut-être que je me trompe, mais ça ressemble un peu à ça. Puis pour vrai, si tu trouves des vieilles pages de vente de 2012, 2013, même, ok, peut-être 2012, je suis trop tôt, mais aux États-Unis, on s'entend, là, pas ici, mais moi je me souviens quand j'ai commencé 2015-2016, puis que je m'intéressais à ça, puis que je m'intéressais à la vente de formation en ligne, puis à ces trucs-là, où est-ce que ça a déboulé au copywriting. C'était très maladroit aussi, mais ça n'existait pas encore. Fait que tu avais ce même concept-là où, même si c'est maladroit, ça donne des résultats parce que t'es la seule formation sur le marché. Puis tes arguments sont corrects, c'est juste que c'est assez plate. Puis si t'en mets 20 côte à côte, on ne différencierait pas. Mais
entre ça puis rien, ben ça donne des résultats. Puis ça a créé un peu cette vision-là de OK, ces pratiques-là, on va dire une structure de copywriting de je présente le problème au début, je présente la solution après, je présente mon offre, puis je mets une bonne garantie. Même pas. Je mets un bon prix avec enlever la garantie. Je mets un bon rabais. Là, j'écris valeur totale 12 000 $, prix demandé seulement 50 $ pour cette semaine. Fait que c'est sûr que je vais vendre parce que j'ai ma structure. Puis c'est comme si, même si le copywriting d'aujourd'hui, c'est différent, ça l'a changé. Ça a un peu créé cette conception-là mentale que si j'ai tout ça, ben forcément ça va vendre parce que c'est exactement tout ce que j'ai besoin, tandis qu'en réalité derrière faut que ton produit soit bon, faut que tu comprennes ta clientèle, il y a comme tellement une réflexion plus profonde que juste suivre un modèle de je présente le problème en noir et blanc comme si la personne vivait quelque chose de dramatique, des Tupperware qui me tombent dessus, puis après ça la solution miracle qui va tellement changer ma vie, qui est un Tupperware mais un petit peu changé là, tu sais. Ce que je trouve cool, c'est justement comme on prend les techniques classiques comme ça, le problème, blablabla, mais maintenant on vient vraiment mettre la couleur de l'entreprise ou de l'entrepreneur avec, mettons, l'histoire de l'entrepreneur, que le storytelling est rendu hyper populaire. Fait que tu prends toutes ces techniques-là, puis tentes ta personnalité ou ton expérience, ton histoire, tu viens le rentrer dedans, puis c'est ça qui vient aussi le rendre plus authentique, là, si on revient au terme d'authenticité qu'on parlait, là. Fait que je pense que c'est vraiment cool de se donner le droit de mettre. Toi, t'es entrepreneur, c'est que ton entreprise, ben, c'est pas juste. Charles et Marie-Ève ont fondé Antilope il y a. Non, puis là, c'est comme ça, c'est comme plate, là. Mais comme là, tu viens vraiment raconter l'histoire, puis vraiment mettre qui est derrière. Fait que c'est pas juste les techniques plates qui vont faire, qui vendent, là. C'est même si que tu vas connecter avec ton monde, puis. Je pense que ce côté-là, c'est vraiment cool. Fait que le copywriting a toujours existé dans un sens. T'sais, les vendeurs de sport, ils utilisaient des belles techniques de pression que, comme on disait tantôt, si c'est d'entre les mains d'une personne avec des mauvaises intentions, peut faire des ventes sous pression puis arnaquer le monde. Là. Ouais, ben c'est ça. Le copywriting, c'est pas nouveau, mais le copywriting de comment il est aujourd'hui, c'est vraiment plus nouveau. Aussi, comme on disait aussi au départ, le terme n'était pas nécessairement là. C'était pas nécessairement appelé du copywriting, mais les techniques étaient là. C'est juste que le copywriting a évolué en même temps que le marketing. Aujourd'hui, le marketing est beaucoup plus authentique et humanisé. Ce qui amène le fun en étant copywriter, c'est d'être capable de plus humaniser versus de... Je suis pas sûre que j'aurais été copywriter il y a 15 ans. Parce que probablement que j'aurais trouvé ça plat. Puis là, ça m'aurait confronté à mes valeurs de juste dire... Ça n'aurait pas fonctionné avec mes valeurs puis avec qui je suis. Puis j'aurais pas eu ce fun-là parce que c'était pas autant développé. C'était très... voilà les caractéristiques et un bouton vert fluo qui flash. Pèse dessus, tu vas l'acheter. Puis t'as pas le choix, je suis le seul sur le marché. Tandis qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est le fun parce que tu peux prendre justement l'image de marque de l'entreprise puis... De la transformer avec les mots pour vraiment comme faire OK, ben ça c'est tes couleurs, exemple. Personnellement, à l'agence, un de mes clients préférés, c'est avec les mauvaises herbes parce qu'ils ont tellement une image de marque qui est unique à eux, puis c'est tellement le fun, puis d'utiliser leurs expressions, puis d'utiliser vraiment qui elles sont, c'est super le fun, c'est super facile de faire du copywriting à l'entour de ça parce qu'en plus, leur persona est super défini, puis on sait à qui qu'on parle, c'est facile de s'immiscer de c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions, c'est quoi les bénéfices, tout ça avec les couleurs de l'entreprise, c'est super le fun, mais c'est vrai que il y a 15 ans, pour vrai, j'aurais pas fait ça, mais avec l'humanisation du marketing, ça allait aider à humaniser le copywriting puis à rendre ça vraiment plus amusant pour tout le monde. Ça vient vraiment compléter, je vais reprendre un peu ce que tu as dit, c'est comme les mauvaises herbes, ils ont vraiment un branding fort. Je pense qu'on peut lier copywriting à branding de plus en plus pour solidifier les entreprises plus. T'sais, si tu as un branding clair et précis, ça va aller naturellement avec ton copywriting, ton persona, puis comment tu veux communiquer. Mais tout va se découler ensemble, puis tout va être cohérent. Puis c'est juste, on boucle la boucle encore là, comme tout est relié, tout est clair pour autant les personnes dans l'entreprise que pour le consommateur qui voit ton brand puis qui l'entend quand que tu parles ou que tu communiques. Pardon. Puis après, ben, tu as tes produits qui vont aussi
avec ton objectif, avec ta mission d'entreprise, ton but d'aider tes clients. Fait que comme tout est connecté, là, en fait. Là. Fait que Ben oui, puis plus t'as une voix qui est bien à toi, tu sais, que tu peux utiliser. Puis, tu sais, on pense, tu sais, là, c'est plus du côté gestionnaire de communauté, mais tu sais, on pense à Hydro-Québec, qui, avec les gestionnaires de communauté, peuvent vraiment utiliser la voix. Tu sais, fait que ça, c'est utilisé, tu sais, un peu partout, mais c'est le fun pour eux autres d'être capables d'utiliser cette voix-là. Puis, tu sais, ça m'amène aussi à parler du fameux le tu et le vous qu'auparavant, c'était très vous parce que c'était sérieux, on ne pouvait pas tutoyer les clients, puis fallait, hein? Puis là, maintenant, aujourd'hui, avec l'humanisation, puis tout ça, on le dit souvent dans les premières rencontres de copywriting, c'est correct si tu veux vous voyer en tant qu'entreprise, mais c'est plus impoli comme c'était avant, puis ça permet encore plus d'aller chercher cette connexion-là, de tutoyer, versus avant que c'était super impoli, c'était pas gentil, ça se faisait pas, puis automatiquement, le client était comme « Oh non, moi, si tu me tutoies, non, c'est fini. » Puis, tu sais, on le voit encore, tu sais, des fois, les commentaires, mettons, des plus vieilles générations, tu sais, peut-être les générations X à boomers qui vont commenter sur Facebook de « Voyons, on n'a pas élevé les cochons ensemble. » Ça se va plus avec le professionnalisme extrême, là, comme on disait, là, comme il faut absolument que tu sois parfait, puis que tes clients, c'est tes clients, puis tu seras jamais friendly avec eux autres. Il faut que tu restes professionnel à 110%, puis pour eux, c'est l'opposé à 100. C'est comme vraiment de ça. Puis il y a plein de marques qui s'imaginent que pour arrêter d'être le top pro, nous sommes le numéro 1 dans notre domaine et machin, très. Faut comme se rendre à l'autre niveau extrême de yo les jeunes, on est très drôle puis on est très cool, tandis qu'en réalité il y a comme 1000 degrés où chacun peut trouver sa place. Puis tu sais, même les compagnies qui se disent tu sais, les compagnies avec des gros comités derrière, qui a pas genre l'entrepreneur qui va mettre sa propre personnalité, est capable de déterminer de par la culture d'entreprise, de par les valeurs communes qui sont partagées, de par la mission, comment on incarne ça dans nos mots. Puis c'est drôle parce que tu sais, on parlait des vieilles pages de vente puis des vieux publicités télé là avec le noir et blanc puis tout ça. Mais j'ai l'impression que au fil du temps, il y a comme un genre d'objectif qui a changé où tu sais, ces publicités là ou même les vieilles pages de vente qui sont très 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 scriptées puis pas super mémorables, tu sais, qu'on se souvient juste pour en rire, mais pas nécessairement qu'ils nous ont marqué pour vrai. Ben, qu'ils nous ont marqué pour vrai, mais peut-être pas de la bonne façon, on va dire. Ben, ces publicités-là, ces communications-là, avaient toujours comme objectif d'une conversion hyper directe. Genre, tu sais, achète la balayeuse que je vends à télé, appelle dans les 15 prochaines minutes. Tu sais, appelle dans la prochaine heure. Puis, c'est ça, c'est très je veux un résultat maintenant, tout de suite, inscris-toi tout de suite, achète tout de suite dans la semaine parce que j'ai un gros rabais pour toi. Puis c'est niaiseux parce que les pubs à télé de ce genre-là, la pub elle tourne 8 fois par heure, puis dans les 8 pubs ils disent appelez dans les 10 prochaines minutes, fait que tu le sais que c'est pas vrai, puis que le numéro il changera pas, puis tu peux appeler dans 6 mois, tu sais. Mais il y a cette idée-là de je veux que mon résultat soit généré le plus vite possible. Puis quand t'enlèves cette idée-là de je veux que ça arrive le plus vite, puis que tu passes juste à je veux générer le plus de résultats possible en général. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ben en réalité, c'est pas du tout la même stratégie de vouloir générer des résultats dans les 10 prochaines minutes ou de vouloir générer des résultats dans les 90 prochains jours, on va dire. Puis le message va pas être pareil. Parce que une business qui veut tout de suite sa vente va faire full promo, full pression, va essayer de condenser le plus possible pour comme prendre la personne puis la convaincre le plus vite possible. Puis oui, il y a des... Avec énormément de rabais. Puis il y a des business qui arrivent à faire ça puis que c'est réaliste parce que c'est des achats impulsifs. C'est des, tu sais, si je me partais une business de... Je serais vraiment en retard puis ça fonctionnerait pas, mais si je me partais une business de fidget spinner que tout le monde achetait il y a une couple d'années ou de... C'est quoi les affaires que tout le monde achetait, là, tu sais, du slime ou des trucs comme ça qui sont vraiment comme à la mode, impulsif, je sais pas trop. Mais c'est sûr que sur des produits comme ça, tu les vends avec tout ce que tu peux parce que la personne, elle reviendra jamais puis elle va juste acheter puis s'en aller. Mais toutes les business à qui nous on parle ou toutes les business qu'on voit, c'est pas le cas, là, tu sais. Créer des relations puis les gens vont acheter plus tard, mais ils vont bien plus acheter, ils vont revenir, ça va être mieux, tu sais. Mais c'est là que tu comprends les 5 niveaux de conscience, là. Tu sais à qui tu t'adresses, là. Tu sais que tu vas pas toujours t'adresser à la personne qui est prête à acheter.
C'est là que tu veux amener ton client à acheter, mais quand il arrive, il te connaît pas. Fait que tu bâtis, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, là. Tu vas dans un réseautage, t'essaies-tu d'y vendre ta balayeuse pendant qu'il est là et qu'il veut jaser avec du monde? Ouais, viens dans mon char, la balayeuse est là, je te fais 10 pièces de rabais tout de suite, puis genre tu y cours après, il va aller, là. Fait que c'est la même affaire, tu vas dans une soirée réseautage où tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ben, tu dis allô, c'est comme, moi c'est Laurence, enchantée, qu'est-ce que tu as dans la vie? Ou si t'as une première date, tu vas-tu y sauter dessus pour la frencher puis te dire du coup on va se marier? Trouve ton manteau avec tes soins. Mais c'est ça, c'est ça, tu sais. Mais c'est parce que les gens en marketing ou en pub, ils voient pas les consommateurs comme une relation qu'ils doivent bâtir avec confiance et amour, là, si on veut être quétaine un peu. Là. Fait que, tu sais, de juste comprendre les niveaux de conscience puis où ton prospect se situe dans son processus d'achat, mais c'est là que tu peux tellement les personnaliser tes pubs puis t'amènes vraiment ton client à tomber en amour avec toi, avec ton entreprise, avec ton offre. Puis quand il va acheter, il va être confiant, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus d'objections, de questions, de peur. Il va être content d'acheter, puis il va même devenir fidèle, puis il va vouloir acheter pour t'encourager parce qu'il a découvert t'étais qui, puis il a découvert que, mon Dieu, cette personne-là ou cette entreprise-là, c'est comme ils ont tellement des belles valeurs, puis ce qui communique, ça connecte vraiment avec moi, mes valeurs, je vais en parler à tout le monde. Fait que c'est tellement plus logique de faire ça aujourd'hui, de comprendre ça, que de pitcher direct des rabais, puis comme go, achète tout de suite, tu sais. Puis souvent, tu sais, une entreprise, là, c'est pas tout le temps comme ça parce qu'il y en a qui font assez de profit les premières fois, mais souvent, la première vente ne sera pas celle qui va être vraiment profitable, mais c'est que quand tu vises le big picture, le 90 jours, le 3 ans, quand tu vises cette durée-là, c'est qu'après ça, tu sais que le client, il va revenir à chaque fois qu'il veut acheter un cadeau, à chaque fois qu'il veut se gâter, à chaque fois qu'il veut qu'il a un nouveau besoin dans la même thématique, c'est toi qui vas revenir revoir. Puis c'est là que tu vas faire ton argent, parce que tu vas fidéliser la personne. Mais souvent, quand tu fais une pub qui va être vraiment sur le long terme, le big picture, tu ne feras pas d'argent la première fois, mais c'est que tu vises pas, ton objectif, c'est pas de faire de l'argent, ton objectif, c'est de créer cette relation-là, puis d'avoir cette communauté-là qui va te suivre, qui va être fidèle à toi, qui va vraiment vouloir te recommander aussi, qui va tellement être satisfait, qui va de lui-même, qu'on le veuille ou non, le bouche à oreille, ça reste encore l'outil marketing numéro 1, même avec les pubs Facebook, avec les pubs Google, avec tout ça, c'est l'outil numéro 1. Donc, tu veux que la personne soit contente, puis que ce que tu as mis en argent, tu sais, c'est comme indirect, tu verras jamais ton vrai, entre guillemets, retour sur investissement parce que, ben moi, je vais avoir été satisfaite, fait que je vais en parler à ma cousine, qui, elle, va en parler à sa meilleure amie, qui, elle, va en parler à ses 8 amis quand elle va faire son party de filles, tu sais, là, c'est comme, c'est exponentiel, puis c'est infini, rendu là, tu sais. Ouais, t'as cette grosse boule de neige-là que tu construis sans mesurer directement. Genre, tu le verras jamais avec précision, mais elle est là, puis si tu as confiance dans ta marque, dans l'impact que tu as, ben, cette boule de neige-là est comme inévitable. C'est sûr que tu vas finir par construire ça tant que tu as tout ce qu'il faut. Tu as des messages, tu as du contenu, tu as une marque qui est mémorable aussi, puis que les gens se souviennent de toi, parlent de toi, ont tout ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est comme si, tu sais, au lieu que l'objectif premier, ce soit je veux faire ma vente tout de suite, fait que je donne un rabais, je fais tout ça. L'objectif, c'est comme je veux juste que mon client ou juste mon client potentiel fasse un pas de plus vers son achat ou vers avoir une relation plus forte avec moi. Puis ça fait qu'on ne mesure pas le succès de la même façon non plus. Tu sais, clairement, la personne qui vend son truc avec un gros rabais, à la fin d'une journée et à la fin d'une semaine, il va regarder puis être comme... C'est parce que là, je suis pas riche, j'attends mes clients, mais il y a peut-être encore des domaines que ça marche, tu sais, des produits impulsifs ou des... Oui, c'est sûr. Mais... tu sais, c'est sûr que c'est ça. Ça marche, mais c'est one shot, là. Après, ça veut pas dire que tu vas toujours pouvoir le refaire. C'est ça. T'es mieux d'avoir de la chance puis de faire ton profit tout de suite parce que la personne, elle va t'oublier assez vite, ou c'est mieux d'être un truc où... Puis à mon avis, c'est pratiquement inexistant, où l'expérience de ton produit est tellement mémorable que ça va contrebalancer pour toutes les techniques très, très, très à pression que tu as faites avant. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui arrive comme ça à pression va être tellement pas loyal, même si ton produit est extraordinaire, parce que à ses yeux, tu vas pas être une entreprise spécifique, tu vas juste être la personne qui a fourni ce produit-là. Puis même s'il aime ton produit,
ben, il va peut-être juste rechercher ce produit-là, peu importe de quel vendeur. Il va se dire, je dis n'importe quoi, j'ai vraiment aimé cette eau-là, cette bouteille-là. Ben, est-ce que je peux juste la trouver dans un autre magasin qui va être plus proche, plus pratique, moins rushant? Puis si oui, ben, c'est là que je vais aller. Je me souviens pas trop. Peut-être même que la personne elle va se sentir coupable, tu sais. Combien de fois, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter quelque chose justement sous l'impulsion de il y en a juste deux, il y a 70% de rabais, faut que j'achète là. Puis après ça, tu reçois l'objet, t'es pas tant satisfait, tu revois pas l'entreprise, tu sais. Puis là, tu te sens quasiment juste coupable de hey, je me suis fait avoir, j'ai acheté ça, j'aurais pas dû, j'en ai pas besoin, mais c'était tellement comme là maintenant que là, t'as même plus envie d'acheter de cette entreprise-là parce que ce que t'as acheté t'a fait te sentir coupable. Fait que, tu sais, il y a aussi ça que ça peut pas toujours fonctionner, l'espèce de sentiment d'urgence, parce que, t'as cette culpabilité-là que t'as comme chippé dans les mains du consommateur, mais aussi, c'est le fameux fear of missing out qui a été activé, mais que là, tu revois la pub, c'est comme tu disais, là, mettons, la même pub de téléphone qui revient à chaque pause publicitaire, que t'as juste 10 minutes, mais que là, la personne, à la longue, elle va se rendre compte que, mais le 10 minutes était fini, il est pas là pour vrai. Mais là, tu te sens berné, parce que t'es comme, OK, mais finalement, il n'y en a pas d'urgence, puis il n'y en a pas de fin de produit, ou ça n'existera plus dans 8 minutes, ou peu importe. Là, tu sens que tu t'es fait crosser, tu sais. Fait que là, la confiance n'est pas là. Mais tu sais, c'est normal, là. Qui veut pas payer quelque chose à rabais, tu sais, on va se le dire, on aime tout ça, économiser des sous. Fait que, oui, tu vas courir la promo. Là, comme tu dis, quand tu réalises que c'était pas une vraie promo ou comme tu t'es fait arnaquer, non. Mais si ton meilleur ami vient te voir puis il est dans la merde ou s'il est parti d'une entreprise, tu vas tellement être content de l'encourager puis payer full price pour encourager quelqu'un que tu es fier de lui, que tu connectes avec, tu as les mêmes valeurs, versus l'autre entreprise que tu as juste voulu rabais, tu l'oublies. Mais quand tu crées cette relation-là avec une entreprise, tu es content de payer puis tu veux payer plein prix. Tu es rendu là dans ta relation avec pour dire hey, moi, je vais t'encourager ou comme je veux vraiment que tu continues. C'est correct, c'est comme j'attends pas le rabais, je vais le payer. Versus une entreprise qui est tout le temps en rabais, ben tu vois pas la vraie valeur. Ouais, pourquoi je paierais plein prix? Je fais tout le temps des rabais puis anyway, je vois pas. Oui, puis c'est ça, ça va créer l'effet contraire. C'est que là, la personne, elle va plus jamais acheter à plein prix parce qu'elle est comme, ben je sais que dans une semaine, il va y avoir un rabais. Sa valeur est plus... Oui, les gens, tu sais, moi, j'avais une amie que sa business, j'ai dit peut-être, parce qu'elle dit, quand je fais pas de promo, je fais pas de vente. J'ai dit, mais espèce de tellement fait de promo que là, les gens sont tellement habitués qu'ils vont avoir une promo, ils anticipent déjà que tu vas faire une promotion. Fait que pourquoi, comme tu dis, pourquoi tu achèterais plein prix? Tu sais, le consommateur, là, même si tu as la plus belle relation de l'univers avec ton client, en bout de ligne aussi, s'il peut avoir la même chose pour moins cher, il va le prendre pour moins cher. Fait que même s'il t'aime full, s'il sait que dans une semaine, il va avoir un rabais, il n'achètera pas à plein prix, tu sais, c'est à mon avantage en tant que client de savoir, OK, ben je vais sauver 100$ en attendant une semaine. Fait que je vais attendre une semaine, tu sais. Je sais que ce rabais-là s'en vient. Mais là, si tu sais que l'entreprise fait des promos pour la fête des mères, Pâques, la Saint-Patrick, le tartan, cette semaine, si tu sais qu'il y a toutes ces fêtes-là qui vont avoir un rabais, que c'est la fête de mon garçon, c'est la pleine lune, c'est le premier jour du printemps, c'est non-stop, fait que t'es comme tout le temps là-dedans, mais là, éventuellement, tu sais, les clients, ça va pas prendre beaucoup de temps. Tu sais, les gens sont moins gullible, je sais plus c'est quoi le terme en français, mais tu sais, sont moins naïfs que dans le temps. C'était pas négatif, mais je veux dire, dans le temps, non, il n'y avait pas toute cette information-là. Puis, tu sais, maintenant, les gens sont très méfiants, sont comme, OK, tu sais, maintenant, ils le voient venir, ça prend 2-3 shots d'un rabais pour catcher comme, OK, ben là, c'est fini. Tu sais, avant, ça prenait beaucoup plus de temps. C'est pour ça que les pubs, ils marchaient, là, les pubs de balayeuses, que tu as juste 10 minutes. Parce que les gens, ça prenait du temps avant qu'ils catchent de, mon Dieu, c'est pas vrai qu'il reste juste 10 minutes. Ça leur prenait vraiment longtemps. Versus aujourd'hui, 2 pubs de balayeuses, tu fais comme, OK, là, j'ai compris, tu sais. Comme du Staprint, là. Qui ont tout le temps des rabais, là. Ben oui, c'est tu vas juste attendre qu'ils tombent en rabais puis tu vas le faire. Mais tu sais, parce que tu vois plus la réelle valeur du produit ou de l'offre, là. Tu sais, bon, tu sais, si tu le vends tout de suite en rabais puis tu fais tout le temps des rabais, la personne elle va dire, elle vaut pas réellement le plein prix. Ça fait tout le temps des rabais, ça vaut pas le vrai prix. Fait qu'eux, à leurs yeux, comme tu dis, ils vont tout le temps attendre le rabais. Là. Pourquoi je pourrais pas payer moins cher? Je vais attendre. Oui, ça devient l'identité de la marque. Tu sais, ça s'intègre à ma vision de l'entreprise. Rabais. Oui, puis
sais, on dit ça, c'est pas pour autant que personne ne devrait jamais faire de rabais. Il y a des gens qui achètent à rabais, ça peut être une partie des consommateurs, puis que les autres achètent plein prix, ce genre de choses-là. Mais il y a tellement d'autres façons de... À la limite, juste une entreprise qui dit « je fais une promo avec un rabais bien relax », pourquoi pas? Tant que tu le fais pas, tant que ton modèle d'affaires, c'est pas « je vais en faire une par mois super scheduled avec aucune raison autour », c'est encore mieux quand il y a une raison. Puis même, là, on a parlé beaucoup de rabais pour dire la pression du premier achat, mais il y a tellement d'autres affaires qui peuvent aussi se rajouter inutilement. Là, je sais que y a des boutiques en ligne qui vont faussement dire il en reste juste quelques-uns en stock, là, ou ce qu'ils vont. Puis c'est toutes des tactiques qui, utilisées de façon réfléchie, intelligente, avec parcimonie, peuvent être super efficaces. Mais il faut toujours que ce soit vrai. Comme tu dis pas qu'il en reste 2 en stock s'il t'en reste 75. Puis en plus, j'ai vu des... ça existe surtout dans le dropshipping puis dans ces entreprises-là où, on va dire, on accorde très très peu de valeur à sa clientèle. Ben, il y a des plugins qui permettent d'écrire il en reste 5 en stock, puis là tu vois le nombre qui diminue pendant que tu es en train de regarder le produit, puis là ça fait 4 3, puis là tu te sens tellement qu'il faut que tu achètes parce que tu dis peut-être que oui, peut-être que non, mais là il y a un rabais, puis là tu sais, oui, il y a plein de choses comme ça, puis c'est pas pour autant que chaque chose individuelle, si elle est vraie, est mauvaise. C'est juste, regarde, faut pas que ça devienne ton modèle d'affaires, ou faut que tu le fasses d'une façon qui est assez intelligente puis novatrice, comme les compagnies peut-être de vêtements ou ce genre de choses-là qui vont faire que des précommandes, mettons, avec il y a jusqu'à telle date pour commander parce qu'après ça on rentre en production puis qu'on va juste faire le nombre qui est demandé, ce genre de choses-là, ou les entreprises qui vont faire que des collections limitées, ben ça devient des modèles d'affaires, mais c'est pas pour autant néfaste. C'est juste que c'est utilisé intelligemment, puis c'est pas comme oui, c'est ça, c'est pas comme nouvelle collection exclusive, puis dans le fond après la date limite on la vend limitée puis elle est pas exclusive pantoute. Come on. C'est ça la différence, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises, surtout de vêtements, que c'est ça qu'ils font. C'est comme, exemple, vendredi, 20h, on lance les précommandes, puis souvent, 1 heure après, c'est déjà tout vendu, mais c'est réel. Tu peux pas le revoir après, puis le vendredi suivant, il n'y a pas magiquement une nouvelle commande qui est ouverte. Fait que ça fonctionne, puis c'est intéressant, puis c'est ça, faut pas tomber non plus dans... Les promos, c'est tout le temps mauvais, puis il reste 2 articles, c'est tout le temps mauvais, puis justement, les précommandes, c'est tout le temps mauvais, c'est pas tout le temps mauvais, c'est juste que c'est ça, c'est qu'il faut que ce soit... Tout peut être mauvais. Oui, c'est ça. Ça dépend comment tu l'utilises, puis à la fréquence que tu l'utilises. Si tu fais 2 gros rabais par année, fais-les tes 2 gros... Tu sais, si t'as une entreprise, exemple... en ce moment, la vente Sephora, là... Oui. En ce moment, c'est la vente Sephora, tout le monde est fou, puis tout le monde... Oui, puis c'est annuellement, c'est tout le temps au même moment. Tu sais, je pense qu'ils en font 2 par année ou une, je me souviens plus, là, mais c'est tout le temps la même affaire. Ou tu sais, je pense à des entreprises qui font, mettons, le Colle à moi, qui est une entreprise de collants pour les effets scolaires. Mais c'est sûr que pour eux, au mois d'août, écoute, à chaque année, il y a une grosse vente, puis c'est la vente avant la rentrée scolaire, puis c'est logique, puis c'est intelligent, puis ça fait partie du marketing, puis c'est quasiment essentiel, tu sais. Mais ils font pas des rabais 8 fois par année avec aucune raison de... Là, c'est pédagogique, puis demain, c'est une journée neige. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut pas abuser de ça, mais ils ont trouvé le bon moment pour faire leur plus grosse promo. Tu sais, c'est pareil pour ceux qui font le Black Friday ou des choses comme ça. Tu sais, c'est super de le faire, mais il faut pas que ça tombe que... pendant 3 mois, il y a 20% de rabais. Tu n'auras plus le momentum, puis tu n'auras plus non plus, la personne, elle ne sera pas intéressée d'acheter parce que probablement même qu'elle va oublier d'acheter parce qu'elle se dit « Ah, j'ai le temps en masse d'acheter, même en rabais, je sais que dans 3 semaines, il va être encore là. » Puis probablement que la personne va même oublier de faire son achat tellement que la promo est longue et infinie. Hein. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de se faire un calendrier de... stratégie de promo. Tu fais ton calendrier. C'est pas parce que tout le monde fait des ventes au Black Friday que tu es obligé d'en faire au Black Friday. Si ça te tente pas, fais-en pas parce qu'anyway, tout le monde est en promo cette journée-là. Fait que si toi tu juges que ça vaut pas la peine de mettre autant de pubs pour le Black Friday, pour les ventes que tu vas faire, puis que tu n'as pas envie de vendre autant en promo, ben c'est correct. Mais si tu fais ton calendrier puis tu vois, OK, je vais en faire 3 par année, mais là, tu planifies. Puis tu peux après tout faire ton marketing relié à, là, puis ta clientèle, elle va être contente. Là, ta clientèle, elle va pas te renier parce que t'as pas fait 50% au Black Friday comme les multinationales qui le font, tu sais. Fait que les gens, il faut pas qu'ils se sentent obligés d'en faire, là. C'est pas dramatique s'ils en font pas à chaque fois, tu sais.
Donc, ça Vraiment, dépend de ton puis- image de marque aussi. Tu sais, exemple, justement, tu sais, on prend les mauvaises herbes qui, finalement, en avaient fait une vente, mais c'était quoi qu'il y avait? Ah, le vendredi doux. Justement, tu sais, c'était pas un vendredi fou, c'était un vendredi doux, puis c'était juste certaines choses, puis c'était pas une promo non plus, justement, tu sais, 75% de rabais sur toute ta... Tu sais, c'était pas quelque chose comme ça. Puis ça allait avec la lignée que si tu es une entreprise qui ne prône pas la surconsommation, ces choses-là, tu vas pas faire une vente au Black Friday, puis au Boxing Day, puis à Noël, puis à ci, puis à ça, puis c'est juste normal que ça fasse pas partie de ton plan de marketing. Puis en même temps, tu peux trouver une façon de faire un rabais qui correspond aux valeurs puis à ton image de ton entreprise, tu sais. Fait qu'il y a vraiment moyen, peu importe c'est quoi ton entreprise, il y a moyen de faire quelque chose alentour de ça puis de personnaliser ton marketing à ce que tu vends puis à qui tu t'adresses aussi. Vraiment. Puis ça fait... Tu sais, c'est un modèle qui est beaucoup... Surtout dans les boutiques en ligne, en e-com, là, c'est comme un modèle marketing qui est vraiment mis de l'avant puis qui est assez comme... c'est facile instinctivement de s'accrocher à ça, mais c'est l'idée de... OK, quand je fais une promo avec une date limite, je vends beaucoup. Comment je peux maximiser ça au travers de mon année? Fait que là, tu prends toutes tes fêtes, tu prends tous les trucs, puis tu fais des promos. Puis je pense qu'à la limite, si le but de ta business, c'est juste de faire le plus de ventes possible, le plus rapidement possible, pas le plus de profit, pas le plus de profit par client, pas ça, juste le plus de ventes, c'est peut-être un modèle qui marche parce que c'est plus facile d'acheter à rabais. Fait que si tu fais des rabais tout le temps puis que tu pousses ça à tout le monde, tu vas générer des clients peut-être plus vite. Mais moins de profit à la fin parce que tu bouffes beaucoup de profit. Tes clients reviennent moins souvent, fait que c'est encore pire. Ils parlent moins de toi, ils achètent moins, tout ça. Puis on va dire dans cette idée-là que tu as une expérience qui est vraiment bonne, tu as un service client qui est sa coche. Fait que tu as un modèle qui peut marcher, tu sais. Mais à côté, la majorité des entreprises ont pour but à la fin d'avoir de l'argent dans leur poche, là, pas juste d'avoir un beau rapport puis dire checker tout le monde, mon entreprise a fait 20 millions de chiffre d'affaires, ouais, puis combien de profit? 75 piastres, là, tu sais, c'est pas ça le but, parce que tu peux pas faire une promo au Black Friday de 10%, faut que tu sois très agressif, puis pour être très agressif, faut que tu sois prêt soit à perdre de l'argent, soit en faire très peu, t'as comme cette dynamique-là, fait que c'est vraiment... c'est un modèle qu'il faut réfléchir dès le début parce qu'une entreprise qui accidentellement déboule les marches de « Ah, je vais juste refaire une promo parce que le mois passé, ça avait bien marché. » Puis « Ah non, je vais en faire une de plus. » Ah oui, OK. Rapide, là, ouais. Oui, c'est ça. C'est très... Puis ce que ça fait, c'est que ça fait des ventes aujourd'hui, mais ça te nuit pour demain. Tu sais, tu vends ton âme au diable pour ton bénéfice d'aujourd'hui, puis ça scrape demain. Puis il faut que ce soit réfléchi, soit complètement évité en se disant... Bon, tant pis, je ferai peut-être pas mes ventes du mois, mais je ferai pas de promo juste pour les atteindre, juste pour le fun. Ou, tu sais, si t'as pas fait tes ventes du mois, faut penser à autre chose que des promos pour les atteindre. C'est un peu un réflexe. C'est rapide à aller, là, ouais. Exact. Je pense que c'est difficile d'accepter ça pour les clients, puis c'est totalement comprenable. Tu sais, l'imperfection, justement, quand on écrit dans les pubs, à quel point il faut un français parfait. Puis, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile de briser ça parce qu'à l'école, on nous a toujours parlé de la, tu sais, quand tu écris ta dissertation, ben, tu as ton introduction avec ton sujet divisé, amené, posé, blablabla. Paragraphe 1, paragraphe 2, qui est chacun de tes arguments. Après, tu fais des mini-conclusions, puis après des conclusions. Puis là, on arrive avec le copywriting, puis on défait tout ce qu'on nous a appris à l'école. C'est un peu la clé du copywriting, de briser toutes nos connaissances scolaires avec le A++. Puis, en marketing, tu vas encore plus, tu sais, comme briser ça parce que c'est ça qui fait que tu es plus un humain qui écrit et non une machine. À l'école, tu dois être une machine parfaite. Puis tu arrives avec le copywriting d'aujourd'hui, le marketing d'aujourd'hui, tu dois être imparfait. Puis tu dois accepter les petites erreurs. En même temps, c'est pas tant des erreurs, c'est plus des même s'il y avait une erreur. Non, je sais, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est plus, on va changer l'espèce de... C'est plus c'est ça la manière que c'est présenté, tu sais, ce sera pas construire une phrase, tu construis pas ta phrase exactement avec des conjonctions, tu sais, on me dit tout le temps, je sais, il faut pas que tu commences avec un mais, tu peux pas commencer avec un et, tu peux pas tu sais, là, il faut absolument, tu sais, mettons quand on fait des énumérations, là, techniquement, il faudrait mettre les points virgules à la fin de chaque énumération, finir avec un point, puis c'est pas joli à l'œil, là, ça fait très genre ma tante qui m'écrit une liste. C'est juste d'écrire comme tu parles. C'est que tu veux rentrer le parler dans ton écrit. C'est ça qui fait que
Puis que ce soit visuellement agréable aussi. Mais oui. C'est comme si c'est juste des gros blocs de texte, ou genre, tu sais, à un moment donné, c'était la mode là, d'écrire, ça par rapport, là, mais d'écrire avec les majuscules. Puis t'avais des mots en majuscules partout. Tu sais, tu réalises que peut-être qu'au début, ça fonctionne. Mais c'est peut-être que, tu sais, oui, je pense que ça a fonctionné. Tu sais, même moi, je l'ai déjà fait, mais peut-être pas à chaque 2 phrases, là, les majuscules. Parce que oui, ça va comme flasher, mais c'est comme les points d'exclamation. Si tu mets des points d'exclamation partout dans ton texte, tu perds l'exclamation. T'en as plus. Fait que si tu mets de la majuscule partout dans ton texte, tu perds l'effet de boom, de wow, de ce mot-là était important. Fait que c'est d'y aller de manière minimaliste, on peut dire, là, avec toutes les techniques de copywriting. Tu sais, si tu mets un saut de ligne après chaque phrase, si c'est un dialogue peut-être, là, mais si t'as aucun paragraphe, ça devient lourd. Long, là. Fait que c'est ça. Fait que tout peut devenir lourd, mais c'est de trouver le juste milieu entre toi, ce que t'es à l'aise, d'accepter peut-être des fois tu sais, si t'écris une histoire puis t'es full passionné quand t'écris, hey, tu parles de ton vécu, que t'as été full difficile, puis tu parles de ça, mais tu fais des petites fautes. Tu sais, quand tu parles, là, on en fait des fautes on parle en slang québécois qui est pas parfait, mais tu vas connecter avec le monde pareil. Fait que tu sais, d'accepter cette imperfection-là, d'être naturel, puis vraiment d'être soi-même, puis d'écrire avec ton cœur et non avec ton prof de français en arrière qui est comme non, tu peux pas écrire ça, tu sais. Oui, puis c'est même pas des, tu sais, c'est pas des erreurs d'orthographe genre qui rendent des mots illisibles, tu sais, c'est pas ça du tout, c'est juste qu'à un moment donné, faut... là, je dis pas non, ça. Imagine, horrible. Oh mais c'est juste de rendre le truc. Des fois, il faut mettre la syntaxe aux poubelles parce que c'est pas comme ça que ça va se lire de la meilleure façon. Puis aussi, il faut penser, tu sais, dans des rapports scientifiques, là, il y a le rapport du GIEC sur l'environnement qui est sorti avec les mémoires récemment. Puis, tu sais, dans des rapports comme ça où chaque fait doit être véridique, précis, factuel, c'est normal d'écrire de façon hyper académique parce qu'il y a une raison derrière. C'est pas toi puis moi qui va aller lire. Non. Le but, c'est que chaque mot ait sa place de la bonne façon puis que tu puisses pas l'interpréter différemment de la façon que ça a été fait, puis ça puisse être très, très précis, puis c'est normal, puis ça va être lu par quelqu'un qui a cette intention-là derrière. Mais quelqu'un qui est sur Facebook, là, est pas là pour lire un rapport, là, tu sais, puis... Il est même pas là pour magasiner, souvent. Il est pas là pour magasiner, puis c'est tellement quelque chose, tu sais, une publicité, ça rejoint beaucoup plus le côté émotionnel, puis le côté irrationnel que les faits. Puis oui, les faits doivent être là, tu sais, tu peux pas juste vendre quelque chose en vendant du rêve basé sur l'émotion, puis ça fera aucun sens. Mais dans ce contexte-là, t'as pas besoin d'une syntaxe parfaite, puis même si ton mot peut être interprété d'une façon, même si je dis angoisse, tandis que c'est peut-être stress, le meilleur mot, ben si la personne qui le lit l'interprète de la bonne façon parce que ça s'adresse à son problème, puis elle aurait dit aussi angoisse au lieu de stress, peu importe, je sais pas pourquoi, ben le but est atteint, tu sais. Puis quelqu'un qui est sur Facebook, ben il est dans ou qui est sur Instagram ou qui est sur n'importe quoi, ben la personne est quoi? Elle est dans l'autobus, elle est aux toilettes, elle est derrière son ordi au travail, là, au télétravail, là, en train de défiler parce que oui, c'est ça. Elle a pas le temps là, de se poser puis de lire. Fait qu'un texte qui va plus droit au but ou exactement. Ouais, puis en même temps, les gens ils vont sur les réseaux sociaux pour s'entertainer, pour s'amuser, pour avoir du fun. Puis à la limite, pour vrai, une faute, ça pourrait rendre... Tu sais, là, on peut pas... c'est toujours quelque chose qui me fait rire quand j'entends quelqu'un dire « Ah, moi, je veux que tu fasses un contenu viral. » On n'a pas de clients ici qui nous ont demandé ça, mais moi, à l'externe, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, serais-tu capable de me faire quelque chose de viral? » C'est parce qu'il n'y a pas une recette magique. Là. Tu sais pas quand ça va pogner ou pas. Là. Mais tu sais, ça pourrait même... Tu sais, exemple, on ferait faire, nous, dans l'équipe, on a Marie-Soleil qui fait nos visuels, puis exemple, qu'on y ferait faire une conversation de message texte, que le premier message texte, ce serait « ça va » avec un S. Là, ça l'enragerait tout le monde, tout le monde serait comme tout le monde ça ferait réagir. On aurait de l'engagement, là, à côté. Une faute peut très bien aussi faire un contenu qui, tu sais, aller chercher les bonnes personnes. Là, tu sais, exemple, que t'es, je sais pas, moi, t'es antidote, puis justement, c'est genre, tu envoies un message à ton boss, puis que genre, l'image, justement, là, ça va avec un S, et là, les gens vont rire, vont faire comme, oh my god, cette erreur-là me tape tellement sur les nerfs, ou, tu sais, là, les gens, ils vont vraiment commenter, puis rire, puis ils vont se reconnaître, ou genre, taguer leur sœur, de genre, ah, moi aussi, ça m'énerve quand tu fais ça, puis, fait que, une faute pourrait
ça peut, fonctionner pour... stratégique. Oui, ça peut être stratégique pour une entreprise à laquelle ça peut être relié, comme exemple le logiciel Antidote ou l'Office de la langue française ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi juste être comique pour n'importe quelle entreprise qui pourrait faire une faute stratégique puis que ça rentrerait dedans puis ça fonctionnerait puis ce serait all-in, là. Fait que ça peut fonctionner. Ou quand Maxi, tu sais, je me souviens plus c'était quelle lettre, je pense que c'était le O qui marchait plus, puis qu'il avait remplacé toutes les O par un emoji bang pour faire un O dans la phrase. Tout, ça avait fait faire le tour. Toutes les entreprises, ça, c'est devenu viral super rapidement. Là, c'était toutes les entreprises qui embarquaient que le I fonctionnait pas, qu'ils l'avaient remplacé par une chandelle ou genre, tu sais, fait ce côté ludique-là, puis faire des fautes ou intégrer des emojis, puis briser les barrières de la langue française, ça augmente ta créativité fois 1 million, là. Tu peux faire plein de choses, ça peut être stratégique, puis ça peut aussi, c'est vrai, être une erreur qui est d'inattention, mais finalement, si les gens vont passer par-dessus, ce sera pas grave, là. Vraiment. Puis c'est drôle parce que, comme ça m'a fait penser en même temps, j'ai l'impression que cette peur-là d'écrire différemment d'habitude, puis de peut-être un peu mettre la syntaxe de côté ou commencer une phrase par « et » quand on s'est tellement fait dire que c'était illégal. Ben, on le sait nous, parce qu'on le voit tous les jours que de tasser ça pour faire un texte qui est plus percutant puis qui crée des relations plus fortes, ça a vraiment un impact positif. Mais pour quelqu'un qui a pas encore vu ce résultat-là pour son entreprise, c'est comme une sortie de zone de confort qui est très compliquée parce que c'est de venir prendre sa clientèle envers qui on a tellement fait attention pour que toutes nos communications soient léchées puis parfaites, puis oui, sans faute, mais tu sais, les pubs qu'on fait, on les révise puis on s'assure qu'il n'y a pas de faute aussi, là, tu sais, c'est pas tant ça, plus que on va écrire stratégiquement, puis si stratégiquement on va mettre un « et » avant ou on va finir une phrase sans mettre de verbe, ou tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on va faire, puis si ça, on le fait dans l'hypothèse où que ça va générer plus de résultats, où ça va avoir vraiment l'impact, ben on le fait, puis c'est pas pour autant que c'est pas léché, c'est juste que, tu sais, quand t'es habitué d'avoir tout ce truc-là très propre, entre guillemets, ben c'est sûr que ça fait différence, ça fait comme une sortie de zone, puis on est comme pas trop à l'aise tant qu'on n'a pas vu que finalement, hey, le monde y aime ça quand j'écris de même, puis quand j'écris avec une voix d'entreprise, puis pas juste avec des mots sortis du dictionnaire, comme si j'écrivais un rapport de gouvernemental de je sais pas trop quoi, parce que c'est ça que je pense qu'il faut que je fasse. Mais en même temps, c'est inconscient. Il n'y a personne qui va lire ça, qui va faire comme « Ah, elle a commencé la phrase avec un « et ». J'aime bien ça. » Il n'y a pas un client qui va lire comme ça. Puis je pense aussi que c'est peut-être ça la barrière, des fois, des entrepreneurs qui vont se dire ouais, mais tu sais, c'est des correcteurs en arrière. Oui, exactement. Ou, tu sais, quelqu'un qui va se dire, oui, mais ça change rien que la phrase commence avec un et ou pas. Mais inconsciemment, oui, ça change quelque chose parce que ça apporte un certain rythme au texte. C'est plus frappant, c'est plus marqueur. Puis la personne, tu sais, des fois, on va faire une phrase, ça va être avec moi, point. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, il n'y a rien d'autre qui se passe qu'avec moi, point. Mais ça, souvent, ça va venir après une longue phrase qui va venir l'appuyer puis qui va venir percuter, qui va vraiment... Tu sais, mais quelqu'un d'un œil externe, si tu te mets à analyser le texte, tu sais, la personne va faire « Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? » C'est juste que tous les pourquoi du copywriting, c'est dans l'inconscient de la personne qui lit. Elle va pas consciemment se rendre compte de « Ah, il y a juste 2 mots, il y a un point, là, il y a une majuscule. » Mais tu sais, la personne va pas consciemment se rendre compte de ça. Ouais, c'est ça. Exact. C'est l'œil qui va être agréablement surpris, puis après ça, comme le « Ah, wow, OK. » Tu sais, mais... Puis probablement, quelqu'un qui lit le texte pourra même pas verbalement t'expliquer pourquoi qu'elle aime ton texte ou pourquoi qu'elle a acheté à cause du texte. Tu sais, si on ferait un test, tu sais, qu'on ferait un... Comment on appelle ça déjà? Là, on fait venir des gens, puis on leur fait lire les textes, puis on leur dit « OK, mais qu'est-ce que... Oui. » les gens, sûrement, qui vont pas dire... Oui, c'est ça, un focus group. C'est sûr qu'il n'y aura pas une réponse précise de « Moi, j'ai bien aimé le point à la 3e phrase et les 2 sauts de ligne, un à la suite de l'autre. Wow, quelle surprise! » Tu sais, il n'y a personne qui va dire ça. Non. Mais inconsciemment, ça va tout changer, tu sais. Tu vois, tu peux pousser ça encore plus. Tu sais, maintenant, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui vont créer des mots pour leur entreprise. Ouais. Puis là, la communauté tripe tellement qu'ils vont utiliser ce mot-là dans leur quotidien. Ils vont parler au monde, puis ils vont utiliser des mots ou des expressions. Tu sais, je pense à Karine Champagne qui disait souvent, mettons, quand elle disait « bye », elle disait « où tu vas vivre des moments orgasmiques ». Mais elle a fait des conférences, c'est des trucs en ligne, puis elle aimait beaucoup faire
ces connotations-là un peu différentes, mais sa communauté triple solide, puis comme, il aime ça quand elle utilise ça, ou elle dit câlin cosmique quand elle dit au revoir aux gens, ou tu sais, de créer ton petit vocabulaire d'entreprise, que tu utilises, c'est à peu près des phrases similaires, ou des mots similaires, ou des mots inventés, des expressions inventées, ben c'est un autre moyen de connecter avec ton monde, puis les gens se sentent il y a un sentiment d'appartenance, ben oui. C'est exactement ça. Fait que c'est encore plus puissant, là, puis c'est tellement imparfait. Là. Tu peux pas créer des mots là, quand tu arrives à l'école, tu écris automatiquement. Non, tu sais, on pense à Minimo avec son truc anti-crise de bacon. Ou, ouais. Ça, c'est un vocabulaire que les parents vont tellement utiliser, mais qu'une entreprise en général ne dirait pas un outil anti-crise de bacon. Ils vont dire cet outil vous empêchera de vivre des crises au quotidien avec votre enfant. Que, tu sais, OK, oui, c'est beau, ça fait ça, mais t'sais, juste en lisant anti-crise de bacon, le parent est comme haha, oui, tu sais, automatique. Ils comprennent tellement, oui. Là, c'est vraiment. Oui. Ouais. Mais non, c'est puissant, là, son anti-crise de bacon. Puis, tu sais, après ça, t'arrives, mettons, en Europe, puis t'essayes d'expliquer ça, mais c'est drôle à expliquer. Puis là, t'apprends, mettons, les gens en France, c'est quoi une crise de bacon? Puis peut-être qu'un jour, les communautés de familles qui consomment Minimo vont parler de crise de bacon, puis ils vont trouver ça très drôle. Là. Ça serait fou, tu sais, Valérie, elle va l'introduire comme ça, là, pour ses nouveaux clients, ou, tu sais, créer des expressions qui est purement, tu sais, ça, c'est purement québécois, ben, c'est un sentiment d'appartenance pour les Québécois, mais aussi pour la communauté de Valérie, puis tout ça, là, c'est fou, là, ça peut être très puissant, là. Vraiment. C'est dosé, là, puis oui. C'est ça, puis après ça, on se souvient de toi, après ça, on parle de toi, puis on se sent... Même pour n'importe quelle compagnie, mais on se sent beaucoup plus attaché à elle de par ça. Puis c'est toujours plein de petits trucs. Tu sais, créer des mots, c'est pas ce qui va te faire doubler l'argent que tu fais avec ta business. Écrire d'une façon plus naturelle. Être plus vrai dans la communication puis moins léché. Tu sais, c'est plein de petits trucs. Mais ces petits trucs-là, c'est comme des petites briques là, qui viennent tranquillement comme monter ta business parce que peu importe le domaine dans lequel on est, toutes les autres business ont leur propre brand, ont leur propre personnalité. Il y a des domaines qui sont plus sophistiqués que d'autres. Là, il y a des domaines, les voitures qu'on parlait au début, c'est pas mal toutes plates. Il y en a d'autres que c'est déjà pas mal flyé, puis il y a plein d'entreprises à plein de niveaux qui ont plein de personnalités. Mais peu importe le domaine, à un moment donné, il faut ça. Puis toutes ces petites briques-là, ben, ça a l'air d'être plus mémorable, que les gens se souviennent de toi plus vite. Puis, tu sais, nous autres, moi, c'est une des raisons principales aujourd'hui qu'on refuse des clients, que je vais dire à quelqu'un, regarde, peut-être que la pub peut être utile, mais en ce moment, travailler avec nous, pas tant que ça. Ben, parce que, oui, c'est beau faire des pubs extraordinaires, puis genre les meilleurs textes au monde avec les meilleures photos de tes produits ou les meilleurs visuels, mais si on les fait baser sur une brand que les gens se souviendront pas, ben les gens vont voir la pub, dire c'est vraiment une bonne pub, ou je veux rien dire parce que les gens se disent pas ça, mais ils vont voir la pub puis l'oublier après 2 jours, puis après ça, ben ça va pas vraiment donner grand chose, puis oui, peut-être que ça va donner un peu de revenus, mais c'est rien comparé à ce qui aurait pu se passer si en dessous de l'entreprise il y avait eu une identité solide, une brand solide, des valeurs, une ligne éditoriale partout, puis pas juste dans les publicités, mettons. Fait qu'il y a ce côté-là stratégique qui est relié au copywriting, dans le fond, mais que tout business se doit d'avoir, même hors publicité, là, tu sais. Dans le fond, ton entreprise, c'est une entité. C'est comme toi, mais tu crées une autre personne. Si tu le vois de même, ton entreprise va avoir des valeurs, elle va s'exprimer d'une certaine manière, elle va avoir des objectifs, comme si c'était une personne. Même sans publicité, même sans page de vente. Oui. Juste tout ce que tu écris doit être relié à cette entité-là, puis l'identité de cette entité-là. Oui. Mais comme Minimo, quand elle a fait son fameux graphique tu fais de ton mieux, là, ça l'a pogné partout, mais après les gens ils l'ont réutilisé, mais elle c'était ses couleurs, sa typo. Puis même si son logo était plus dessus, son graphique, tu savais que c'était Minimo. Si tu es dans sa communauté, tu reconnais son brand à travers ça. C'est le but, je pense, de toute entreprise, de t'enlèves ton logo. Est-ce que tu peux deviner c'est qui juste en lisant ou juste en regardant ce que j'ai créé? T'sais. Si ta communauté peut, tu fais vraiment quelque chose de bon.
Ben, merci beaucoup pour votre temps puis d'avoir accepté mon invitation, même si je sais pas si vous aviez vraiment le choix. Là, mais mais non, c'était bien le fun. On a exploré des vraiment cool sujets. Si jamais les gens qui ont écouté veulent en apprendre plus sur vous, mettons, Laurence, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut aller voir ce que tu fais? Moi, je dirais Instagram, Laurence Ruffiange sur Instagram. Ah, parfait. C'est Marie-Ève? La même chose sur Instagram. On a nos pages professionnelles qui s'en viennent sur Antilope. Mais sinon, Marie-Ève et Famille, moi sur Instagram, c'est là qu'on me retrouve. Je partage ma vie, mais aussi, oui, des fois, là, les petits trucs de travail, des journées dans ma travail, des journées dans ton travail. Dans ton travail. Une journée, tu me suivre une journée, mettons, au travail ou des choses comme ça. Fait que si jamais les gens ils veulent aller voir ça. Malade? Ben encore merci. C'était très cool. Ouais. À la prochaine. Pour saison 2. Oh yeah! Yes. Salut. Bye! Bye bye! Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. Si tu veux en apprendre plus sur nos deux invités, tout va être dans la description. Tu vas pouvoir retrouver les différents liens de ce qu'on a parlé. Et si tu as apprécié ton expérience, que tu as aimé le podcast, ça nous ferait vraiment plaisir si tu pouvais aller sur Spotify ou sur Apple Podcast, nous donner un petit 5 étoiles, donner ton avis, puis même nous suggérer différents invités pour les prochains épisodes. Passe une belle journée. Salut!